d'abord, l'ambiance de marché sur les marchés européens notamment et à Paris particulièrement avec un indice CAC 40 qui progresse de quasiment 8% depuis le 1er janvier en moins de 10 séances de bourse. C'est assez spectaculaire pour continuer d'en parler avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. J'avoue que je cache assez mal mon enthousiasme de voir ces marchés européens mais poursuivre leur marche en avant. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Le redémarrage des actions européennes, il date pas du 1er janvier, il date du 29 septembre dernier, avec une séquence sur le 4e trimestre qui a été très favorable aux actions européennes. Petit retracement de fin d'année, on a consolidé de 5-6%, ce qui était assez idéal et confortable peut-être pour tout le monde, pour permettre au train de repartir de manière très spectaculaire sur ces 10 premiers jours de bourse de l'année 2023, où on gagne quasiment 1% en moyenne chaque jour sur les actions européennes. Oui, tout à fait, et vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que nous, on ne remet jamais le compteur à zéro en année civile. L'économie ne s'arrête pas le 31 décembre et ne reprend pas le 1er janvier. Donc effectivement, cette hausse de 8%, il faut bien la relativiser et la replacer dans son contexte du 29 septembre. C'est-à-dire qu'on a une hausse globale de plus de 20%, avec, effectivement, on a un peu marqué le pas, on n'a pas eu cette fameuse trêve des confiseurs qu'on voit traditionnellement plutôt sous de bons auspices avec un marché. Là, ça n'a pas été le cas. On a consolidé à plat et puis on repart de plus belle. Alors les hausses de ce début d'année sont en tout cas le reflet des fortes baisses de l'année dernière. C'est ça aussi qu'il faut replacer. Quand vous voyez Atos qui prend 41% depuis le début de l'année, eh bien malgré cette hausse de 41%, on est en baisse de 60% sur 52 semaines, sur un an glissant. On peut en parler de Solution 30 dans les petites valeurs qui reprend 22, mais qui perd 69. Et puis si on prend un cas un petit peu caricatural, Orpea qui avait rebondi 17%, mais qui perd 90%. Et à contrario, les petites corrections Dassault Systèmes, Thales et autres sont des titres qui ont progressé de plus de 45% l'année dernière. Donc on voit un équilibrage, on voit un rattrapage assez sélectif parce que moi je regrette, par exemple, dans les gadins de 2022, un titre comme Dassault Systèmes qui, pour le moment, ne profite pas véritablement de ce rebond. D'autres en profitent. Les équipementiers automobiles rebondissent très, très fortement, mais c'était aussi les gros gadins de 2022. Donc, voilà, tout le monde ne profite pas au démarrage de cette année 2023 des mêmes choses. Il va y avoir de l'arbitrage sectoriel. Il y a encore une petite méfiance sur certains secteurs, sur les technos, et ça se fait de façon sélective. ST en profite peut-être un petit peu mieux que d'autres. Capgemini est un petit peu en retard. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'arbitrages qui se font et tout le monde n'en profite pas de la même façon. Ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a le sentiment que le marché est un peu fouillis de ce point de vue-là, avec alors de la faible qualité. Vous avez cité Atos, Orpea, Solution 30. Effectivement, c'est pas de la grande qualité en termes de valeur boursière, qui, voilà, sur quelques jours retrouve une dynamique un peu plus favorable. Mais à côté de ça, on a quand même aussi le secteur du luxe, qui est quand même notre secteur leader, notre secteur fort à Paris spécifiquement. C'est des valeurs qui ont pendant 6 mois, souffert de leur valorisation avant d'opérer un rattrapage spectaculaire. Et là, on ne peut que parler de qualité quand on évoque un dossier comme LVMH, qui marque un plus haut historique. Je trouve que tous ceux qui sont dans les marchés trouvent des arguments par rapport à l'univers d'investissement avec lequel ils sont confortables d'une certaine manière. L'investisseur croissance va se dire, il y a de la croissance de grande qualité qui a énormément souffert de sa valorisation, c'est le moment de s'y réintéresser. Et puis des investisseurs value, alors évidemment qui ont été éteints pendant une dizaine d'années, mais qui retrouvent aujourd'hui de l'allant et qui continuent d'avoir des arguments qu'on peut tout à fait entendre sur des secteurs value. Vous avez cité l'automobile, alors il y a les équipementiers, mais les constructeurs. Renault a fait une année boursière 2022 tout à fait correcte, je crois qu'il termine à plus 10 ou quelque chose comme ça. Et puis le secteur de l'énergie, et puis le secteur bancaire également, qui démérite pas. Je crois que BNP est en hausse de plus de 10% déjà depuis le 1er janvier. Tout le monde y trouve son compte, j'ai l'impression. Oui, tout le monde y trouve son compte parce que, effectivement, alors il y a un peu, vous citez le secteur bancaire, on était très
positif sur le secteur C'est bancaire C'est il y a un an à cette époque. Et puis on a été un petit peu déçus parce que quand il y a eu les événements, on s'est dit comment ça va se passer. Des hausses des taux, il va peut-être y avoir des sinistres, des provisions passées pour risque et autres. Donc alors qu'on avait les rendements, hein, on se souvient les rendements de Crédit Agricole au-dessus de 10%, Soggen et BNP, on était sur des 6-7%. Donc effectivement, on avait véritablement du rendement embarqué sur ces valeurs, mais avec un risque sur les titres qui faisait que, on a fait, ça n'a pas totalement démérité, mais on est resté un peu sur notre faim. Et comme vous le dites très justement, les arguments sont tout aussi forts pour rester sur ces titres-là. Et je fais partie de ceux qui considèrent que finalement, et si par hasard on n'a pas de récession, comme on l'entend un petit peu... C'est un risque qu'il faut considérer, visiblement. Et si finalement il n'y avait pas tant de chômage et que si finalement la consommation se tenait. Si on regarde en parallèle ce qui se passe aux États-Unis, cette consommation des ménages, elle est dopée par un redémarrage incroyable du crédit à la consommation. Donc l'environnement du secteur bancaire, c'est pile ou face bien évidemment, mais en tout état de cause, on le conserve, et puis si jamais on n'en a pas assez, on en remet. Quant au luxe, effectivement, sur ce même plateau au printemps, les titres perdaient 30-35%, voire beaucoup plus pour un titre comme Hermès. Et puis hier, on a vu sur LVMH un plus haut historique, avec des perspectives qui sont restées très belles sur les publications du T2, du T3. À chaque fois, on avait des hausses de chiffre d'affaires de l'ordre de 19-20%. Et peut-être qu'on aura la même chose cette fois-ci. Les clients, entre octobre et aujourd'hui, ont vu les prix des produits augmenter de 10%. Donc, quand on a le pricing power, on arrive à faire passer les hausses de prix sur le produit final. Donc, ce sont des secteurs un petit peu privilégiés. Et puis, LVMH, réouverture de la Chine, et on voit depuis le début de l'année, à nouveau, Kering qui se redresse, Hermès qui a récupéré, souvenez-nous que quasi au Hermès plus haut historique également, était retombé au moment où il y avait ce bashing sur le luxe, était retombé à 900-950 €, on est remonté à plus de 1600, et etc., etc. Et là, avec l'ouverture de la Chine, l'ouverture du luxe, entre autres, eh bien pourquoi abandonner en route? Et effectivement, la notion de cherté, on n'en parle à nouveau plus du tout. On va attendre de vouloir dire que notre chien a la rage pour pouvoir commencer à avoir envie de tuer le luxe. Mais oui, parce que le phénomène de décompression des primes de risque fait aussi que les taux se stabilisent un peu. Enfin, je veux dire, il y a plus, on marque plus de nouveaux sommets sur les rendements obligataires de moyen long terme en Europe ou aux États-Unis depuis quelques temps maintenant. Oui. Ça aide également tout un pan du marché. Eh bien, c'est le grand débat, c'est cette espèce de battle entre les banquiers centraux et les marchés ne voulant pas croire ce que les banquiers centraux disent. Les banquiers centraux disent, effectivement, on va y aller moins fort mais plus longtemps, et les marchés disent, non, vous irez moins fort et moins longtemps. Et que Jérôme Powell et les banquiers fédéraux ont beau dire, mais faites attention, c'est pas avant 2024, vous avez les marchés qui continuent de dire, en juin, on commencera à voir le pivot et voir tout baisser. Quant à cela, on ajoute qu'effectivement, finalement, récession, mais peut-être pas, d'une ampleur puissante, mais peut-être pas, etc., etc. Donc ça explique un petit peu cet environnement très vertueux auquel on est confronté au quotidien en ce moment. Alors, la contrepartie, on va dire, de cet environnement Goldilocks qui pousse encore les actions européennes sur ce début d'année, c'est que la saison des résultats arrive et qu'on se retrouve peut-être dans une position un peu plus tendue, justement, sur les marchés en termes de prix, en termes de valorisation, alors même qu'on n'a pas encore la livraison des résultats du 4e trimestre et les perspectives des grandes entreprises pour cette année 2023. Le moment de vérité, ou en tout cas... L'année 2023, elle commence vraiment là dans les prochains jours et les prochaines semaines avec les publications de résultats. Oui, tout à fait. Pour moi, on dit que les marchés attendent l'inflation qu'on connaît. Oui, évidemment, les créations d'emplois, le chômage, etc. Ces indicateurs qui nous rythment toutes les semaines. Mais je pense que l'autre élément qui est quand même très positif, qui est très attendu, c'est demain, le début de la saison des publications avec les banquières américaines. Et là aussi, quand on voit que après les publications de juin, le
rallye auquel on a assisté était porté par ces publications qui étaient supérieures aux attentes. Quand on a eu ce bas de marché le 29 septembre et qui correspondait après à la publication du T3, ça a porté, ça a contribué à élever les marchés. Est-ce que les publications qui vont démarrer cette saison vont nous porter et pour une troisième fois, et est-ce que ça va accompagner ce phénomène de hausse des marchés? Ça va être la grande interrogation. Mais c'est vous qui me le signalez ce matin. C'est vrai que en plus, aujourd'hui, on n'a pas eu tellement de warning d'entreprise. Donc, on est mal préparé éventuellement à une mauvaise information ou une mauvaise annonce des entreprises qui diraient « Mais attention, là, nos marges avec le prix de l'énergie, avec ci, avec ça, tout ça va être revu et corrigé. Et pour le moment, les marchés ne sont pas très prêts à entendre une révision en baisse, des perspectives un peu négatives de la part des entreprises qui, comme on l'a dit, ont été très agiles, maintiennent l'emploi, ont des marges qui restent correctes et puis ont surtout fait tout ce qu'elles avaient à faire en termes de nettoyage. Donc elles sont véritablement au taquet et je pense que une mauvaise publication ou des mauvaises annonces sur le semestre prochain ou le prochain trimestre serait mal perçue par le marché. Ouais, effectivement, peut-être que voilà, cette envolée, cette poursuite de l'envolée des marchés peut aussi nous mettre dans une situation de fragilité si jamais les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ça commence, vous l'avez dit Franklin, demain avec les bancaires et les financières américaines, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, BlackRock dans les services financiers et la gestion d'actifs également, sont des entreprises qui publieront demain leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains. En attendant, on aura ce fameux chiffre d'inflation mensuel aux États-Unis cet après-midi à 14h30 pour le mois de décembre. Franklin Pichard qui était à nos côtés comme le jeudi tous les 15 jours à 12h30 dans Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance.